Dans la plupart des endroits, un monde sans castor est un monde sans eau, et donc sans vie. Qu'est-ce qui rend cette étonnante créature si vitale pour l'environnement? Depuis plus de 100 ans, chaque pièce de 5 sous canadiens porte l'image d'un rongeur de 60 livres, Castor canadensis, le castor. Il demeure un symbole de travail acharné, de ténacité et d'attention. Le castor est, après l'homme, le seul à pouvoir modifier l'environnement de façon permanente pour répondre à ses besoins. Il modifie les paysages et ramène l'eau dans des endroits auparavant secs. De nombreuses recherches sont actuellement menées pour mettre le castor au travail, ce qui pourrait avoir un impact sur l'approvisionnement en eau de la planète. Ces hydro-ingénieurs commencent leur travail dans un petit ruisseau avec des bouts de bois placés verticalement. Puis ils tressent des branches à travers les bâtons et les bourrent avec de la vase et d'autres débris. De plus gros billots sont ensuite placés parallèlement au courant d'eau et liés avec davantage de boue et de végétaux. Puis, ils agrandissent en largeur et en hauteur. Progressivement, leur travail provoque la hausse du niveau d'eau. Puis, ils élargissent le barrage, souvent en formant un arc pour soutenir la pression accrue de l'eau. Leur travail est incessant. Dans le nord de l'Alberta, on a trouvé un barrage de castor de plus de 800 mètres de long, ce qui a créé un lac qu'on peut voir de l'espace. Plusieurs générations de castors ont travaillé à ce projet pendant plus de 40 ans. Les castors sont conçus pour ce type de travail. Des dents qui ne cessent de pousser pour remédier à l'usure, un corps parfaitement conçu pour la natation, des yeux avec des lunettes de plongée intégrées et la possibilité de rester immergé pendant 15 minutes. Ils sont faits pour soulever plusieurs fois leur propre poids et peuvent ainsi tirer de lourds billots vers l'eau. Ils ne pouvaient pas être mieux équipés pour leur rôle. Ils sont motivés par le bruit de l'eau courante, indiquant une menace pour leur hutte, car celle-ci doit être en eau suffisamment profonde pour leur permettre une entrée sous la glace en hiver. Ils doivent donc empêcher l'eau de s'écouler. Dans un cas, on a placé un magnétophone qui émettait le son de l'eau courante dans une zone peuplée de castors. En quelques heures seulement, l'appareil s'est retrouvé endigué dans un amas de boue. Un castor adulte peut abattre plus de 400 arbres par année pour la construction de barrages, de huttes et pour se nourrir, car l'écorce des arbres constitue son principal régime alimentaire. Certains disent que cela est destructeur, mais la coupe d'une section de forêt autour d'un étang permet d'ouvrir la zone à une nouvelle croissance luxuriante d'herbes, de jeunes arbres et d'arbustes, ce qui augmente la diversité et les réserves de nourriture pour la faune, avec une abondance d'eau dans l'étang. Ainsi, l'écosystème est renouvelé et soutenu par le castor. Lorsque l'étang finit par se remplir de limons et de débris végétaux, notre ouvrier passe à autre chose, ayant créé une nouvelle prairie. Les vieux barrages, cachés à la vue, font en sorte que l'eau emprisonnée sous la nouvelle surface du sol protège ainsi la région contre les sécheresses futures. Le Dr Glynis Hood a passé des années à étudier et à documenter les activités des castors et leur impact sur le paysage. Le parc national Elk Island en Alberta est un laboratoire parfait, car depuis 54 ans, il fournit des données sur les populations de castors et les eaux libres en période de surplus de pluie et de sécheresse. Son livre « The Beaver Manifesto » indique que les étangs et les lacs où vivent des castors depuis longtemps ont une quantité d'eau libre 9 fois plus importante que les étangs
où ils ne sont pas présents. Et cela, peu importe la quantité de pluie. Madame Wood montre l'impact du castor sur la résistance de l'écosystème à la sécheresse. En 2002, l'Alberta a connu l'une des pires sécheresses de son histoire. Dans le parc Elk Island, les seuls endroits où il y avait beaucoup d'eau étaient dans les étangs qui abritaient des populations de castors. Certains trouvent malgré tout que la présence des castors est problématique. Et la pratique traditionnelle consiste à dynamiter leurs barrages ou à les tuer. Mais aucune de ces stratégies n'est vraiment fructueuse. C'est l'expérience de Michel Leclerc, gestionnaire du parc de la Gatineau au Québec, comme le montre le documentaire de Radio-Canada, L'homme qui parlait au castor. Il a essayé la dynamite et les pièges pendant de nombreuses années, avec très peu de succès. Ils ont quand même bloqué des ponceaux et inondé des routes. Aujourd'hui, cependant, Gatineau a l'une des populations des castors les plus élevées au monde. Et pourtant, la plupart des problèmes sont disparus. Les castors travaillent maintenant pour Leclerc, puisque le bruit de l'eau en mouvement les motive à construire des barrages. Ils créent le son de l'eau courante par l'utilisation de poteaux dans les cours d'eau, dirigeant ainsi les castors vers les endroits où Leclerc voulait que le barrage soit construit. Aujourd'hui, il administre un système efficace de gestion de l'eau dans un immense parc où des centaines de castors lui servent de fonctionnaires, volontaires, non syndiqués et non rémunérés. Pour construire des barrages, même petits, il faut des plans, des rapports d'ingénierie, des évaluations environnementales et des contrats de construction. Cela coûte cher et prend beaucoup de temps. Les castors font le travail gratuitement en quelques jours, dès qu'ils sont attirés vers le site de travail. Le castor est un super-héros de l'environnement, dont le travail consiste à emmagasiner de l'eau pour toutes les formes de vie. Il œuvre à protéger les écosystèmes contre la sécheresse, à filtrer les polluants de l'eau, à ouvrir les forêts à une nouvelle croissance, à transformer les zones désolées et les petits ruisseaux en prairies fertiles et à restaurer les eaux souterraines. Le castor mérite une certaine reconnaissance. Il n'est pas un accident de la nature, mais une pièce essentielle d'un grand dessin. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la conception de la création, je vous encourage à vous abonner à notre revue Le Monde de demain.